Bonjour messieurs, dames. Donc, bienvenue à la Pleine Image et dans le cadre du Festival de l'Animation donc, pour cette conférence d'Ilan Nguyen. Donc Ilan Nguyen nous fait l'honneur d'être parmi aujourd'hui pour évoquer pendant une petite heure, à la fin on essaiera d'avoir un petit peu de temps pour les questions-réponses si vous avez des points éclairés, donc pour évoquer deux grands maîtres de l'animation japonaise que sont Takahata Isao. Si la prononciation n'est pas bonne, Ilan Nguyen rectifiera tout ça après. Et donc Hayao Miyazaki, que vous connaissez tous par le biais des studios Ghibli. Donc je vais pas en dire beaucoup plus puisque Ilan Nguyen va pouvoir développer tout ça et donc évoquer ces deux grands créateurs de l'animation japonaise. Merci messieurs. Bonjour, merci d'être présent. Donc cette année, donc, dans le cadre de la fête de l'animation, parmi les différents sujets proposés aux organisateurs, eh bien, c'est celui-ci qui a été retenu. Donc il s'agit d'un propos qui n'est pas qui porte finalement sur les réalisateurs les plus connus de la production japonaise commerciale aujourd'hui. Donc certains d'entre vous connaissent déjà un certain nombre de choses à leur sujet. Et puis ça m'est déjà arrivé d'intervenir sur ce sujet, donc peut-être que certains d'entre vous ont aussi déjà assisté à ce type de présentation. Takahata et Miyazaki sont donc aujourd'hui effectivement, en particulier en France, un peu les porte-flambeaux d'une animation japonaise commerciale, disons fréquentable par la plupart y compris donc des amateurs d'animation les plus passionnés et les plus rétifs aux productions commerciales. Ces deux réalisateurs ont un long parcours en commun, et donc cette intervention, j'ai l'habitude de la décrire par l'intitulé suivant, qui est donc de la création, je vais y arriver. De la création commune au dialogue. Et donc, tous les deux ont fait leur début. Donc, Takahata en 1935 dans l'ouest du Japon. Ça part ici. Hop. Miyazaki, lui, est né en 1941. Donc, il y a une différence d'âge entre eux qui détermine aussi un certain nombre de choses dans leur rapport. Tous les deux ont fait leur début au sein du studio d'animation de Toei, qui est le plus grand studio d'animation japonais à l'époque de l'après-guerre, qui a été fondé en 1956. Et qui ouvre une nouvelle époque pour le dessin animé au Japon, l'entrée dans, disons, l'ère de la modernité, la modernisation donc du dessin animé, et c'est le début de l'ère des grands studios. Toei, c'est l'un des 5 grands studios de cinéma au Japon, à la base, qui a été fondé juste après la guerre par le fusionnement de plusieurs petites compagnies de cinéma. Et en 1956, donc, le président de Toei décide de fonder un studio d'animation pour essayer de concurrencer Disney, devenir, selon ses propres termes, le Disney de l'Orient. Takahata, lui, a étudié la langue et la littérature française à l'université de Tokyo, qui est donc la première université du pays, l'université la plus prestigieuse, la plus exigeante. Il entre au studio de Toei en 1959 comme assistant metteur en scène, c'est-à-dire que d'emblée, il s'agit pour lui d'entrer dans un chemin qui est celui de la réalisation animée. Il choisit ce chemin parce que, durant ses années d'étudiant, il a découvert un film qui s'appelle La bergère et le ramoneur, qui deviendra par la suite donc Le Roi et l'Oiseau. Alors on va le noter là, La bergère. C'est pas exactement le même film, donc ça c'est important de le rappeler toujours. C'est le premier long métrage initié en France après la guerre par Paul Grimaud et Jacques Prévert, et qui sera terminé donc au début des années 50 sans le consentement de ses auteurs, qui vont être donc dépossédés de leur film. Le film sort en France en 1953, il sort au Japon en 1955, ça devient compliqué, et donc Takahata, qui à l'époque en deuxième année de l'université, découvre ce film, qui est un choc esthétique pour lui, et qui va l'amener à vouloir travailler à son tour dans la production animée. Il va découvrir les possibilités formelles du cinéma d'animation à travers ce long métrage français. Miyazaki, lui, a étudié également à Tokyo. Miyazaki, lui, est né à Tokyo. Il a 4 ans à la fin de la guerre, donc lorsque sa famille s'éloigne un petit peu pour échapper au bombardement sur la capitale. Il fait ses études à l'université des Pairs, donc c'est vraiment l'université l'une des plus universités UP où font leurs études les membres de la famille impériale notamment, et donc de leur entourage. Il entre au studio d'animation de Toei en 1963, et il fait partie de la dernière fournée d'employés du studio qui sont recrutés à temps plein. Donc en quelques années, en 1956, le studio est fondé avec une ambition très importante de produire des longs métrages sur un modèle américain. Et en quelques années, en fait, en moins de 10 ans, les choses ont changé de manière radicale, puisque dès 1963, la plupart des gens qui vont être ensuite recrutés le seront de manière beaucoup plus courte,
avec des CDD, pour parler français, voire dans des relations de sous-traitance. Donc en tant qu'indépendant, en tant que freelance, ou dans des structures de sous-traitance. Donc en quelques années se joue un changement très important dans le paysage du dessin animé au Japon. Et les deux hommes vont faire connaissance à l'intérieur du studio, donc juste après l'arrivée de Miyazaki, puisque dès 64-65, ils ont tous les deux des responsabilités au sein du syndicat qui s'est créé à l'intérieur du studio d'animation de Toei, qui a été créé par des employés et qui s'oppose de manière très vive à la direction du studio. C'est l'époque des années 60, c'est l'époque évidemment des mouvements citoyens, des mouvements étudiants, c'est une époque très politisée, et l'idée autour de ce syndicat n'est pas seulement de revendiquer des conditions de travail telles ou telles, mais également de réfléchir ensemble aux productions qu'il s'agit d'essayer de mettre en forme, donc en tant que donc créateur au sein de ce studio. Les deux hommes vont travailler ensemble sur un premier film qui s'appelle Les Aventures de Holz. Alors, je vous le marque là, Holz, voilà, qui existe en français, donc je vous l'ai amené pour ceux que ça intéresse, sous un titre un petit peu différent, qui est donc Horus, Prince du Soleil. C'est un long métrage, donc c'est le 14e long métrage du studio d'animation de Toei. Le film sort en 68. Il avait été initié en 65, après une sorte de temps creux dans la production de long métrage. C'est-à-dire que vers 64, il y a une sorte de baisse de régime dans la production d'animation de long métrage à Toei, puisqu'en 63, l'année précédente, l'animation télévisée a commencé. Donc dans une reprise, c'est le premier projet qui est lancé pour à nouveau produire du long métrage. En 65, le film est lancé donc dans sa préparation comme pour être le 10e long métrage du studio. En fait, la production va connaître un retard très important, et 3 ans plus tard, le film va sortir, donc, et ce sera le 14e long métrage, c'est-à-dire qu'un certain nombre de films auront été produits et achevés dans l'intervalle. Ce film marque un tournant majeur dans la production de dessins animés commerciale japonaise, un tournant vraiment esthétique, stylistique et formel tout à fait majeur. C'est vraiment l'entrée du dessin animé au Japon dans son âge adulte, on peut dire. Et donc c'est un film qui est précurseur et qui du coup sera sans doute mal compris à l'époque et sera redécouvert par la suite dans les années 70 et 80. Et c'est un film qui va exercer une influence tout à fait considérable sur la production animée japonaise et ceux qui vont choisir d'entrer à leur tour dans le chemin du dessin animé au Japon. Voilà, ce film donc marche assez mal, et en tout cas c'est un propos qui est vraiment très éloigné des productions enfantines précédentes. Donc je vous invite à le découvrir. Il est sorti en salle en France en 2004, donc avec quelques décennies de retard, mais voilà, c'est mieux que rien. Ce film va marcher très mal sur le plan donc de son exploitation. Le studio, la compagnie en tant que telle, va faire en sorte aussi que ça ne marche pas, c'est-à-dire qu'ils vont faire très peu de promotion et le film donc ne trouvera pas son public. Il va du coup être reproché à Takahata et à un autre, donc en particulier donc un autre de ses collaborateurs. Ils vont devoir prendre la responsabilité de cet échec. Cet autre collaborateur, je suis désolé de l'écrire en dessous parce que en fait il devrait être au-dessus, c'est Otsuka Yasuo, qu'il faut absolument donc nommer, qui est né lui en 1931, qui est l'un des plus grands animateurs de l'histoire du dessin animé au Japon. Lui a rejoint le studio d'animation de Toei dès 1956, avant même la création du studio. Il a été recruté, et donc c'est une sorte de mémoire vivante du dessin animé au Japon, et c'est vraiment l'un des plus grands animateurs de ce pays, puisqu'il a travaillé, c'est lui qui a donné leur chance à Takahata à ses débuts, et à Miyazaki également. C'est lui qui a formé Miyazaki au dessin animé à son entrée au studio également, et donc c'est une sorte de mentor pour tous les deux qui jouera un rôle décisif, on le verra, j'espère, dans toute la première moitié de leur parcours, puisque systématiquement il sera avec eux sur un certain nombre de titres les plus importants de leur filmographie. Alors, en 68, donc, Otsuka est le principal responsable de l'échec du point de vue de la société. Il va quitter le studio d'animation de Toei, il va partir début 69 dans un autre studio, et c'est lui qui ensuite va proposer à Takahata et Miyazaki à leur tour de quitter le studio d'animation de Toei pour aller travailler ailleurs. Donc, ceux d'entre vous qui connaissent un petit peu la filmographie de Takahata et Miyazaki savent que donc, du studio de Toei, ils sont passés ensuite en 71, il va falloir tourner la page bientôt, dans un studio qui s'appelle E-Production, qui est le studio où ils vont travailler sur la première série animée de Lupin de Sensei, donc de Lupin 3,
qui est connu chez nous sous le titre Edgar. Et c'est là qu'ils vont travailler aussi sur un diptyque de moyen métrage qui s'appelle Panda Copanda, donc dont j'ai le DVD ici, qui est sorti en salle il y a quelques années de ça, je ne sais plus si c'était 2008-2009. Ce sont 2 petits films, donc d'un peu plus de 30 minutes chacun, qui mettent en scène une petite fille qui fait la rencontre donc d'un panda et de son petit garçon, donc son petit panda, qui viennent s'installer chez elle. Et donc c'est vraiment un des joyaux de la production de Takahata Miyazaki en commun. Les 2 hommes ont commencé à travailler effectivement vraiment de manière très étroite, puisque Miyazaki avait rejoint la production de Holz de son propre chef, de manière purement volontaire. Il avait proposé des dessins, des idées, et toutes ces propositions ont été examinées avec beaucoup d'attention. Il a apporté quelque chose à la création du film. Takahata donc le dit clairement, un certain nombre de choses dans le rapport, dans la création par exemple du géant de pierre, le rapport entre Holz et son père au début du film, toute cette partie donc d'introduction au film par exemple, mais pas seulement, relève donc de l'apport de Miyazaki et d'un apport qui est également scénaristique. Les 2 hommes vont travailler donc de manière vraiment très étroite. Alors il y a tout un groupe autour d'eux, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que eux sont aujourd'hui les noms les plus connus parce qu'ils sont réalisateurs l'un et l'autre, et que donc on a naturellement tendance à considérer les réalisateurs de manière première avant tout le reste, et peut-être parfois à l'exclusion d'autres postes. Il y a tout un groupe esthétique qui se forme à cette époque au studio d'animation de Toei, et qui réunit des metteurs en scène, des animateurs, des décorateurs, des coloristes, des scénaristes. Enfin voilà. Je vous rajoute un nom ici qui est celui de Kota Beyuchi, qui est encore l'un des très grands animateurs japonais. Voilà. Ce que j'ai mis. Lui aussi fait partie de ce groupe, et donc les parcours de ces différents créateurs se recroisent au fil des productions. Ils sont tous les 4 donc sur ce projet de Holz qui donc a vraiment marqué son époque. On les retrouve ensuite tous les 4 sur Panda Copanda, puisque sur la proposition d'Otsuka, les 3 autres vont quitter en 71 le studio d'animation de Toei pour le rejoindre. Et donc rien qu'avec ces 4 noms, déjà vous voyez qu'il y a les choses sont un petit peu plus complexes qu'on l'imagine. Et Kota Bey va avoir un rôle décisif par la suite sur une série que vous connaissez qui s'appelle Heidi, qui a été diffusée en France autrefois et qui est aujourd'hui disponible en France également en vidéo. Kota Bey, Takahata, Miyazaki, après leur passage à Ebro, donc pendant quelques années, vont rejoindre donc un autre studio qui s'appelle Zuyo Productions 73 pour réaliser précisément cette série de Heidi, qui est une série longue adaptant un classique donc de la littérature occidentale pour enfants, un projet complètement surprenant pour l'époque, puisque on est à une époque où le dessin animé explore beaucoup des veines qui sont des veines très pugilistiques, très énergiques, très sportives, parfois très violentes. Il y a aussi effectivement toute l'animation de robots, etc. Et donc là, on est dans une exploration de la vie au quotidien, la vie de tous les jours, les petits riens qui forment effectivement donc le fil des jours, et l'animation, le dessin animé, a priori, dans l'idée générale qu'on s'en fait, est ce qui se prête le moins à explorer ce type de nuances-là. Et bien eux décident de relever ce défi-là, et donc de réaliser cette série qui va être produite pendant 1 an, diffusée donc un épisode par semaine, ça fait 52 épisodes sur toute l'année 74, pour laquelle ils vont mener un travail d'études tout à fait considérable, d'études, donc ils vont partir en voyage en Suisse et en Allemagne, donc pour visiter les lieux qui sont décrits dans le livre. Et donc ils vont se documenter. Takahata a l'habitude de parler d'un travail effectivement d'anthropologie culturelle pour voir quelles sont les mœurs, quels sont les ustensiles qu'on utilise, comment sont agencés les intérieurs, enfin vraiment tout ce qui fait effectivement le contexte culturel donc de la vie au quotidien dans les Alpes suisses. Et bien donc malgré effectivement la distance dans le temps. Au moment où eux font ce voyage de repérage. On va voir peut-être maintenant un extrait d'une autre série qui date de 1976, qui s'appelle Marco, et qui s'inscrit dans la directe lignée donc, de Heidi, puisque Heidi vous connaissez, mais pour voir comment, 2 ans plus tard, dans la même ligne, dans la même direction, Takahata, Kota Bey et Miyazaki, donc toujours ce trio, a travaillé sur une adaptation donc, d'un livre qui s'appelle Cuore, d'un auteur donc, du 19e siècle italien, qui s'appelle Edmondo de Amicis, et qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui part de Gênes, en Italie, à la fin du 19e, pour aller à la recherche de sa mère, qui est partie travailler en Amérique du Sud, en Argentine. Vous savez qu'il y a une immigration très importante
du sud de l'Europe en particulier vers l'Amérique du Sud, mais également par exemple d'autres pays et d'autres continents. Il y a une migration très importante également du Japon vers l'Amérique du Sud au tournant du XXe siècle. Des gens qui partent effectivement pour trouver un moyen de survivre et s'installer. Donc là, c'est une immigration économique. Donc la mère est partie donc, en Amérique du Sud pour travailler, pour envoyer de l'argent. Elle laisse son mari et ses 2 fils. Et on va voir juste un épisode donc, de cette série, enfin un extrait de cette série. Alors, on va peut-être assombrir un petit peu. On est au début de la série, c'est l'épisode 2. Vous voyez comment, là aussi, après un travail de repérage à la fois en Italie et en Amérique du Sud, l'équipe de la série s'attache à décrire effectivement le quotidien du jeune garçon qui rentre de l'école et comment on décrit un milieu, effectivement, une époque, une qualité de la lumière. Alors là, on verra peut-être moins sur cet extrait-là. Comment on inscrit effectivement ce travail de reconstitution dans cette logique officielle, effectivement, donc d'un point de vue qui est celui de l'anthropologie culturelle. L'équipe avait été frappée lors de son voyage en Italie par justement l'intensité des contrastes entre ombre et lumière, vraiment la force de la lumière du soleil et par contraste effectivement l'intensité des ombres. Des créations pures, puisque là, par exemple, ce petit personnage animalier est une espèce de singe qui n'existe pas dans la réalité, qui est une création. Le jeune garçon est rentré de l'école en fin de matinée. Partir faire les courses pour le déjeuner. Alors on va couper l'image malheureusement, mais je vous invite à découvrir cette série si vous en avez l'occasion. Malheureusement elle est inédite en français. Elle a été diffusée notamment dans toute l'Europe du Sud, hein, en Italie, en Espagne, au Portugal, où elle a une popularité très importante et aussi importante que Heidi par exemple. Évidemment, il s'agit de pays qui sont plus effectivement concernés par le contexte même de l'histoire. Pourquoi je vous ai montré cet extrait ? C'est pour vous montrer que si vous connaissez un certain nombre des films produits par le studio Ghibli, par exemple, et réalisés par Takahata Miyazaki par la suite, vous pouvez voir d'emblée effectivement que quelque chose sur le plan formel trouve son achèvement déjà, parvient effectivement à sa maturité avec cette série-là en fait. Plus encore qu'avec Heidi, on parvient effectivement à un point de vue et une manière de faire que les deux réalisateurs, chacun à sa manière, vont ensuite porter dans des directions qui vont être légèrement divergentes, mais il y a vraiment là quelque chose comme un tournant dans leur travail et un palier, je dirais. Voilà. Sur ces deux séries, la manière de travailler a consisté effectivement en une forme de triangulation avec donc un réalisateur qui est Takahata, donc on va mettre un T, un directeur de l'animation et un créateur des personnages qui est Kotabe, donc, qui est donc ce très grand animateur dont on a parlé tout à l'heure, qui est rentré à Toei lui aussi en 59 en même temps que Takahata, et puis Miyazaki qui lui va être chargé de ce qu'on appelle en anglais le layout, c'est-à-dire la composition de l'image à partir du storyboard. Vous avez 52 épisodes, vous le savez, dans la production commerciale, on est obligé donc de découper le travail en différentes étapes, en faisant appel à des scénaristes qui varient sur les épisodes.
à des storyboarders également, donc qui varient selon les épisodes. Et donc il y a un travail collectif qui est envoyé. Takahata écrit lui-même certains des scénarios, fait lui-même certains des storyboards, mais on ne peut pas les faire tous. Donc il y a une variation, une sorte de fluctuation comme ça dans la qualité du travail mené par les scénaristes et les storyboarders, donc, qui sont sollicités de manière ponctuelle au cours de la série. Et pour retaper ces problèmes-là, être en mesure effectivement dans la composition de chaque plan, eh bien, d'assurer effectivement une cohérence à l'ensemble de ce qui est représenté et ce qui a été étudié sur place au cours du repérage. Miyazaki est chargé donc du layout qui lui permet effectivement donc case par case du storyboard, eh bien, de remettre les choses à l'idée qui est celle de Takahata à la base. Et donc Miyazaki à sa manière porte à bout de bras les projets de mise en scène de Takahata sous cette forme-là. Il réalise donc l'ensemble des layouts de l'ensemble des épisodes, sachant qu'un épisode en général c'est entre 300 et 350 plans par semaine. Miyazaki réalise donc autant de layouts, voire davantage, parce que souvent il commence déjà à faire des pré-poses clés, c'est-à-dire que pour un même plan il a plusieurs images enchaînées qui donnent déjà une idée du mouvement. Et donc il est vraiment dans cette triangulation. Il y a l'idée de mise en scène, il y a le filtrage graphique donc pour les personnages, donc celui qui crée leur apparence et qui assure leur unité graphique sur l'ensemble de la série qui est Kotabe, et puis celui qui assure l'intégrité donc de la représentation visuelle en regard de l'intention de départ qui est Miyazaki. Et donc il y a vraiment un travail centralisé qui permet à cette équipe à l'époque de réaliser des séries de dessins animés qui, à mon sens, restent aujourd'hui encore des sommets inégalés en termes de qualité. C'est-à-dire que si vous avez l'occasion de revoir des épisodes de Heidi, je vous suggère vraiment de rejeter un coup d'œil. C'est un niveau de qualité à la fois filmique et technique qui, à mes yeux, n'a vraiment pas été dépassé ni même égalé depuis au monde dans la production télévisée. Et donc là, il y a vraiment quelque chose qui relève d'un tour de force et l'établissement d'un nouveau standard qui n'avait pas de précédent non plus au Japon, et dont il reste aujourd'hui encore, je pense, à apprendre pas mal de choses pour ceux qui souhaitent effectivement à leur tour travailler dans la production télévisée. Alors, par la suite, donc, vous voyez à quel point la collaboration de Takahata avec Miyazaki, mais avec d'autres animateurs, est étroite et décisive pour la qualité des projets auxquels ils ont travaillé. Vous avez pu voir un exemple concret avec ce début d'épisode donc, de Marco. Par la suite, donc, cette série de Marco, qui elle-même a duré pendant toute une année à la diffusion, et donc a été produite durant toute l'année 76, va laisser les trois hommes particulièrement épuisés, et donc ils vont ensuite, c'est à partir de là que leurs chemins vont commencer à diverger, et c'est de ça qu'on va parler maintenant. En 78, vous le savez si vous suivez un petit peu le travail de Miyazaki, il y a une série qui s'appelle Conan, le fils du futur, qui est sa première mise en scène télévisée. C'est une série de 26 épisodes qui est produite par la société qui a produit également Marco, etc. C'est donc la Nippon Animation. Les débuts de Miyazaki à la mise en scène lui apportent un élan neuf. Ce sont des débuts à la mise en scène qui sont très tardifs. Miyazaki, je vous l'avais dit, est né en 41, donc il a 37 ans à l'époque de cette série. Il est rentré donc à 22 ans au studio de Toei. Il a passé 15 ans à porter à bout de bras les projets de Takahata, en particulier, à se former. Et donc ses débuts en la mise en scène sont en un sens très tardif, mais tout du long, il a appris auprès de Takahata la mise en scène telle que Takahata la conçoit, et par la suite, il va continuer à apprendre auprès de Takahata de manière moins directe. Mais le fait de réaliser cette série de 26 épisodes va le confronter aux difficultés qui sont celles de la mise en scène. En cours de route, il va avoir des problèmes, effectivement, il va au 7e épisode, à peu près 6-7e épisode, il va commencer à avoir des difficultés. Takahata va venir réaliser certains storyboards, il va réaliser 3 épisodes au storyboard et la mise en scène donc, sur cette série, pour venir donc, donner un coup de main et mettre les choses donc, dans la bonne direction. Ensuite, en 79, Takahata va réaliser une série qui s'appelle Anne des Pignons Verts, qui est tirée d'un roman classique de la littérature canadienne, qui est aussi une série donc longue, prévue sur une année complète, pour laquelle Miyazaki, à nouveau, est censé s'occuper du layout, selon le même modèle. Alors, Kotabe, lui, est parti sur d'autres choses, mais Miyazaki est censé s'occuper du layout. Sauf que, dans l'intervalle, Miyazaki a goûté à la mise en scène, il a l'expérience maintenant de la réalisation, et évidemment, c'est quelque chose qui le démange. Et donc, Miyazaki, qui commence à travailler sur le layout de Anne des Pignons Verts de manière très peu motivée, va quitter la production au 15e épisode,
pour aller réaliser un film qui s'appelle Le Château de Cagliostro, qui est donc le deuxième long métrage avec les personnages donc, de Lupin. Miyazaki va partir dans un studio, de la maison qui s'appelle TMS, le studio s'appelle Télécom, et en fait il va partir parce que le mentor dont on parlait tout à l'heure, Otsuka, va lui proposer de venir réaliser. Voilà, donc Otsuka qui est le mentor de Takahata aussi, qui reste une sorte de grand frère dans tout son parcours, eh bien, on lui parle de ce projet du Château de Cagliostro sur lequel il sera, lui, directeur de l'animation. Il a été directeur d'animation sur toute la série Conan le Fils du Futur parce que Miyazaki est allé le chercher. Miyazaki voulait absolument que ce soit lui qui soit directeur d'animation. À son tour, il débauche Miyazaki de la série suivante de Takahata pour qu'il soit réalisateur là-dessus. Donc bon, Takahata termine sa série avec d'autres gens. Ensuite, en 1980, toujours au studio Télécom, Otsuka cette fois va débaucher Takahata, va lui proposer de réaliser un film qui s'appelle en français Qui est la petite peste. Alors j'ai pas le DVD là avec moi, mais c'est sorti aussi en France. Vous voyez que ces différents créateurs, ils ne sont pas simplement amis et collaborateurs, il y a aussi un rapport de tension dialectique, on pu dire certains au Japon, entre ces deux personnalités créatives. On aurait pu penser que le fait que Otsuka débauche Miyazaki du projet Takahata aurait pu avoir des conséquences négatives. En réalité, pas du tout, puisque lorsque Otsuka propose à Takahata de venir réaliser à son tour un film dans le même studio, Takahata vient également et réalise ce film, qui sera son premier long métrage réalisé, là cette fois, sans l'apport créatif de Miyazaki. Voilà, donc ça reste un tournant assez important. Par ailleurs, Takahata réalise aussi un autre long métrage qui s'appelle Gauche, le violoncelliste, qui est sorti aussi en salle en 2001 en France, et qui sera aussi réalisé sans Miyazaki, et qui sera terminé aussi à la même période, au début des années 80. Donc, vous voyez qu'au tournant des années 80, le rapport des deux hommes a changé. Miyazaki a ses projets de réalisation, Takahata commence à travailler sans lui. Miyazaki, après le Château de Cagliostro, se trouve confronté à une sorte de période creuse parce que le film n'a pas marché comme il aurait fallu en termes donc financiers, et donc on refuse de lui proposer donc, la chance de travailler à nouveau sur des films. Donc lui, il propose toutes sortes de projets, d'idées de films, et rien ne passe. Donc il va, à un moment donné, il va accumuler ses projets, puis sur la proposition d'un éditeur, il va commencer à travailler sur une bande dessinée qui s'appelle Nausicaa de la vallée du vent. À partir de 82, début 82, il commence à publier cette bande dessinée, et puis tout très vite on lui propose cette fois d'adapter cette bande dessinée en long métrage, et donc c'est ce qui va donner le film qui date, donc le film qui s'appelle Nausicaa, et qui date qui est sorti en salle au Japon en mars 1984. Lorsqu'on propose à Miyazaki de réaliser ce film, lui il a une seule condition qu'il pose, c'est de se dire moi je veux que Takahata soit le producteur. Et Takahata n'a jamais été producteur de sa vie, évidemment, il a toujours été réalisateur. Takahata commence par refuser dans un premier temps. Évidemment, il dit c'est pas mon travail. Et finalement, il va être convaincu d'accepter ce poste par justement l'importance de la dette morale qui est la sienne envers Miyazaki. On lui dit voilà, votre ami est dans la détresse, il a besoin de votre aide et vous n'allez pas l'aider. Donc il dit d'accord, je le fais. Et donc Takahata va produire Nausicaa, puis Le Château dans le ciel, le film suivant de Miyazaki, qui sort en 1986. Sachant qu'en tant que producteur, il est évidemment producteur non pas financier, mais producteur sur place, au studio même. Et donc il a un rôle qui consiste effectivement à assurer la cohésion et l'avancement du projet, vraiment, avec l'équipe même. Et donc en conseillant aussi le réalisateur de manière régulière. Ensuite, les deux hommes vont se trouver confrontés par les circonstances à un parcours un petit peu, donc une forme de mise en concurrence. Puisque vous connaissez ce film qui s'appelle Mon voisin Totoro, qui date de 1988, de Miyazaki, et Le tombeau des Lucioles, de Takahata, qui date aussi de 1988. En réalité, les deux films ont été produits au Japon en parallèle. La production de Totoro a été rendue possible par le fait que allait être produit en parallèle une adaptation du Tombeau des Lucioles. Et donc, les deux réalisateurs ont été placés dans la situation de devoir produire chacun de son côté un film, et pour qu'une exploitation commune en salle. Les films ont été donc projetés ensemble en salle au Japon. Et donc ça a des conséquences évidemment lourdes. Les deux hommes se respectent, ils sont amis, mais par ailleurs ils ont besoin chacun de réunir une équipe. Donc ils sont en rivalité pour essayer de s'arracher tel ou tel collaborateur. Le fait de produire les deux films en parallèle, évidemment, du coup, réduit d'autant les possibilités de faire appel à un certain nombre de gens, puisque la plupart ne pourront travailler que sur un film et pas sur les deux. Donc il y a un certain nombre de dilemmes cornéliens qui se mettent en place. Au départ, ça devait être des films qui étaient relativement courts, et puis au fur et à mesure,
Je pense chacun des deux étant un petit peu préoccupé par ce que faisait l'autre. Notamment Miyazaki devait faire au départ un moyen métrage, un truc qui devait faire moins de 60 minutes, enfin même moins que ça, et puis petit à petit, en cours de route, le projet prend de l'importance, parce qu'il apprend que Le Tombeau de Luciole va être un film donc, plus long, etc. Donc à son tour, il étoffe son projet, et il parvient donc à une durée qui est à peu près celle d'une heure et demie donc, pour chacun des deux films. Et donc ça, c'est une situation qui est vraiment unique dans l'histoire du dessin animé au Japon. Et en même temps, aujourd'hui, lorsque Miyazaki se remémore cette époque et qu'il essaie de trouver quel a pu être peut-être l'apogée de l'histoire de son studio, donc le studio Ghibli, il a tendance effectivement à citer cette période-là. Alors, il y a dans ce rapport donc, où Takahata est producteur, les deux hommes sont en concurrence. Ensuite, il y a le film en français s'appelle Kiki la petite sorcière. Bon. De 1989, qui est réalisé par Miyazaki. Et puis ensuite, il y a Souvenir goutte à goutte de Takahata, qui date de 1991. Et donc, en 88, en réalité, Takahata, dans son travail sur le film, sur Le Tombeau de Luciole, va briser un tabou de la production de cinéma au Japon. Le film ne va pas être terminé entièrement à temps. Le film va sortir dans une version qui intégrera certes quelques scènes qui n'ont pas été, par exemple, coloriées, plutôt washées. Et donc on va continuer à travailler sur le film pendant les premières semaines d'exploitation, et il y aura une bobine qui va être changée en cours d'exploitation, donc c'est aussi des coûts supplémentaires très importants. Takahata donc du coup n'a pas respecté les règles de la profession, il est d'une certaine manière mis au banc de la profession, et c'est Miyazaki qui va le remettre dans la course en lui confiant la mise en scène musicale de ce film qui s'appelle Kiki la petite sorcière. Donc, voyant la situation qui est celle de Takahata, Miyazaki fait le choix effectivement donc de l'aider à revenir donc dans le travail créatif du film d'animation. Et ce qui permet ensuite, c'est Miyazaki également qui va aller chercher Takahata avec ce projet de Souvenir goutte à goutte, d'une adaptation, sur lequel Miyazaki à son tour est producteur. Donc vous voyez que entre les deux hommes, il y a une relation qui n'est plus directement créative, plus aussi étroite qu'autrefois, mais où ils continuent de s'entraider. Et continue d'une certaine manière donc à marcher main dans la main donc dans ce studio qui a été créé autour de Miyazaki en 1985, qui est le studio Ghibli. L'un des moments décisifs dans ce rapport entre les deux hommes, c'est le début de la production donc de Nausicaa, ce film qui sort en 1984. Il y a un moment donné, Takahata comprend que Miyazaki, quoi qu'il arrive, ne travaillera plus avec lui donc de la manière dont les deux hommes avaient collaboré précédemment. Et c'est le moment où Takahata va écrire un texte qu'il faut que je retrouve dans mon sac. Un texte d'hommage, comme Takahata a l'habitude d'en écrire, et comme il en a écrit pour la quasi-totalité des gens avec qui il a travaillé, et qui ont eu un apport effectivement dans ses mises en scène. Ce texte donc a un intitulé qui est très éloquent, puisque c'est une énergie et un talent débordant. C'est un texte qui est paru d'abord donc, dans un numéro spécial de la revue Animage, qui comportait un dossier sur Miyazaki, le premier grand dossier sur Miyazaki. C'était, je pense, en 1982. Et ce texte rend hommage effectivement à tout l'apport de Miyazaki aux travaux de Takahata, comporte aussi une part donc, d'analyse sur effectivement le travail de Miyazaki, dans quelle mesure une série comme Conan, en tant que mise en scène, repose sur une forme d'antithèse par rapport à Holz, comment Miyazaki a voulu redonner forme à des motifs qu'il avait proposés, mais qui peut-être ne l'avaient pas convaincu totalement lors de la réalisation de ce film. On retrouvera des correspondances de même nature avec Princesse Mononoke en 1997, qui à son tour effectivement prend en quelque sorte le contre-pied de Holz, puisque on retrouve vraiment ces motifs de la communauté humaine face au monde naturel, avec ces loups gris qui sont des espèces d'ennemis, mais on décrit l'autre point de vue avec Princesse Mononoke. Donc cet hommage en 82 donc, de Takahata, je ne vais pas vous le lire en détail, mais vraiment il décrit le travail de Miyazaki comme lui seul peut le décrire. C'est-à-dire que c'est vraiment, d'une certaine manière, chacun des deux hommes effectivement est le meilleur, celui qui se connaît le mieux, à la fois les forces et les faiblesses de l'autre.
Et donc, à cela, Miyazaki va répondre par un texte qui est beaucoup plus tardif, qui date de 1991, qui est édité et écrit à l'occasion donc, de la parution d'un premier recueil de textes de Takahata, pour accompagner la sortie de Souvenirs goutte à goutte. Alors, le texte de Miyazaki, il faut que je le retrouve également. Le texte de Miyazaki s'appelle « Le descendant du grand paresseux ». Donc, c'est un texte à la fois un peu... avec une part comme ça de remise en cause, très amusante. Puisque donc du point de vue de Miyazaki, Takahata, c'est le descendant de ces animaux, donc les paresseux, en gros, qui sont actifs 2 heures par jour. Il passe son temps effectivement comment dirais-je, dans une forme d'oisiveté qui peut être déconcertante. Mais en même temps, Miyazaki dit, voilà, on me dit souvent, moi, je suis quelqu'un de violent, de méchant, mais moi, je suis rien à côté de Takahata. Takahata, ses blessures, les griffes de Takahata font beaucoup plus mal que les miennes. Donc les 2 hommes peuvent s'envoyer ça effectivement par texte également. Et puis il y a un autre texte écrit par Takahata, cette fois en 1996 je pense. C'est pour la sortie de Princesse Mononoke, qui s'appelle donc les flamèches ou les étincelles d'Eros, où Takahata écrit cette fois un texte vraiment très personnel sur Miyazaki, sur ce qu'est Miyazaki. Donc il répond bien sûr aussi un petit peu aux descendants du grand paresseux, bien sûr. Un texte avec vraiment une affection qui est très perceptible. Qui décrit toutes sortes de facettes de Miyazaki. Miyazaki a une très grosse tête, Miyazaki est très gentil avec telle personne, telle catégorie de personnes. Miyazaki brûle effectivement d'un feu créatif qui ne s'éteindra pas jusqu'à la fin, etc. Et donc les 2 hommes, très clairement, au cours du temps, du fait que Miyazaki a commencé à travailler de son propre côté et que Takahata a choisi d'explorer d'autres veines, notamment effectivement avec le Tombeau du Luciole, un réalisme documentaire qui est ancré vraiment dans le quotidien, et une recherche effectivement expressive qui est celle vraiment de montrer la figure humaine dans sa complexité, là où les personnages de Miyazaki restent des types et des figures idéalisées. Ces divergences entre eux auraient pu les amener effectivement à, comment dirais-je, à entrer dans de mauvais termes, voire effectivement à se séparer sur le plan même de leur relation personnelle. Il n'en est rien, et s'il n'en est rien, c'est notamment grâce au producteur qui a joué un rôle d'éminence grise dans la création du studio, qui s'appelle Suzuki Toshio, qui est donc encore des personnages qu'il faut mentionner dans cette histoire, qui est donc celui qui, au sein de la rédaction du magazine dont je vous parlais tout à l'heure, a eu l'idée de ce dossier sur Miyazaki. Alors sur Suzuki, vous avez en français ce bouquin qui est paru l'an dernier, je crois. Alors le titre, en français, c'est « Dans le studio Ghibli, travailler en s'amusant ». Bon, pourquoi pas. Suzuki donc, était donc éditeur à la base, et puis il a rejoint la production donc, de différents films à partir de Nausicaa, puisqu'il a fait partie du comité de production, la maison d'édition où il travaillait étant l'une des sociétés qui avait investi dans ces films. Et donc il se trouve aussi lié à la création du studio, et par la suite, à partir de 1989, il rejoint le studio à temps plein et donc devient producteur au sein du studio. Donc c'est lui qui, d'une certaine manière, a permis aux 2 hommes, en travaillant avec l'un puis avec l'autre, ou avec les deux, en trouvant le moyen de les faire coexister, leur a permis effectivement de rester amis, de travailler ensemble. Takahata le dit dans ce second texte dont je vous parlais tout à l'heure, vraiment c'est grâce à Suzuki notamment qu'avec Miyazaki on a pu rester amis, dit-il. Aujourd'hui les 2 hommes effectivement donc, se respectent toujours, ça c'est très clair. Miyazaki pendant très longtemps a effectivement continué de manière très importante à avoir à l'esprit ce que pouvait penser Takahata par rapport à ses propres mises en scène, c'est-à-dire comment est-ce que Takahata aborderait tel ou tel problème de mise en scène auquel lui se trouvait confronté à un moment donné de son parcours. Et on peut dire de cette manière que Miyazaki, avec l'impact, l'écho qui est le sien aujourd'hui dans son pays, et qui s'est développé dans le courant des années 90, en particulier, puisque ces films-là, dans les années 80, ont trouvé un public, mais ont été surtout popularisés ensuite par les diffusions télévisées. Et c'est à partir de Porco Rosso en 92 qu'il y a le franchissement d'une étape qui va ensuite, puisque Porco Rosso réunit 3 millions de spectateurs, alors que jusqu'alors c'était, je pense, Kiki, ça devait être 1 million, moins d'1 million peut-être. Ensuite, avec Princesse Mononoke, Miyazaki réunit, je crois, c'est 14 millions de spectateurs, donc là il y a encore un saut, on gagne encore un zéro dans les chiffres. Et puis ensuite, avec Le Voyage de Chihiro en français, c'est 23 millions de spectateurs, donc on est encore, qui est le film donc, dans toute l'histoire du cinéma
au Japon, qui a réuni le plus de spectateurs depuis que le cinéma existe, donc au Japon. Donc vous voyez qu'il y a une sorte d'inflation de l'audience de Miyazaki et de l'importance du rôle qu'il lui attribuait, de la place qu'il lui accordait dans le paysage cinématographique animé japonais. Et donc de cette manière, Miyazaki s'est affranchi de toutes les relations d'obligations qu'il pouvait avoir envers tel ou tel des gens qui étaient ses mentors ou ses professeurs, ou des gens qui étaient plus anciens que lui dans le métier. Et le seul, aujourd'hui, pour lequel vraiment on sent très clairement que ça reste comme ça une figure ou une présence pour laquelle rien n'a changé dans son esprit, c'est Takahata. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, Takahata a formé Miyazaki à la mise en scène, mais pas seulement. Il a été aussi une sorte de mentor sur le plan intellectuel et politique. Et donc, il y a une assise, une sorte d'emprise, pourrait-on dire quasiment, de Takahata sur le travail de Miyazaki, qui a duré très longtemps et qui a aujourd'hui encore effectivement des conséquences ou des traces dans le rapport entre les deux hommes, même si Takahata, lui, n'est pas dans cette logique-là. Au sein du studio Ghibli, par exemple, vous savez, aujourd'hui on parle souvent du studio Ghibli comme le studio où il y a Takahata et Miyazaki, mais Takahata a une position qui est en retrait dans ce studio, qui est Takahata n'a pas fait partie des membres fondateurs de ce studio. Il a rejoint le studio lorsqu'il s'est agi de réaliser le Tombeau des Lucioles en 88, mais il a donné des conseils lorsqu'il s'est agi de créer le studio, mais il n'avait pas de responsabilité. Il n'a jamais été parmi les administrateurs de cette compagnie, il a toujours été simple employé. Et donc le studio a été créé autour de Miyazaki, autour de la personnalité de Miyazaki, pour produire des films de Miyazaki à la base. Et donc c'est ce qui explique qu'aujourd'hui encore, c'est Miyazaki qui est la personnalité créative principale, et puis Takahata est un petit peu en retrait. Il travaille avec des gens un petit peu différents, dans des lieux un petit peu différents, qui sont un peu excentrés. Et donc il y a toujours cette tension qui est perceptible entre eux. Ils se croisent encore de temps en temps, il y a certains rendez-vous réguliers où ils se croisent, et puis on peut imaginer que chacun d'entre eux a une idée précise sur les films que réalise l'autre, pas forcément d'ailleurs purement positive, et je pense qu'ils le savent mutuellement, et ils font en sorte de respecter effectivement le vis-à-vis, l'autre, dans son travail, même s'il n'en pense pas moins. Et donc voilà, cette tension dialectique et ce dialogue qui se met en place entre eux à un moment donné, effectivement, par film interposé, aujourd'hui est malheureusement un petit peu interrompu du fait que Takahata n'a plus réalisé de film depuis 1999 avec nos voisins les Yamada. Jusqu'alors, en fait, il y avait vraiment une sorte de dialogue par film interposé, chaque film suscitant dans le travail suivant de l'autre des réactions sur le plan créatif, et donc des mises en cause parfois, ou justement des manières de prendre le contre-pied de ce qui avait été mis en forme précédemment par l'autre, pour présenter une alternative. Par exemple, vous avez ce film qui s'appelle Pompoko en 1994, c'est un exemple que j'aime bien mentionner parce je le trouve assez parlant, qui met en scène des tanuki, sur ces créatures, donc ces animaux japonais, ces canidés qui existent aussi donc à l'est du continent eurasien. Pompoko en 1994 décrit beaucoup de choses de la nature japonaise, disons, comme Totoro l'avait fait dans le contexte des années 50 en 1988. Et moi je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec Takahata sur Totoro. Ceux qui ont vu le film, vous vous souvenez peut-être que des petites filles avec leurs étranges voisins vont à un moment donné, comme ça nuitamment, faire pousser un arbre géant, comme ça très rapidement, avec une sorte de croissance accélérée de l'arbre, qui atteint effectivement une taille immense en quelques secondes. Eh bien, Takahata, voyant ça, dit, lorsqu'on examine effectivement comment effectivement une plante grandit, comment le tronc d'un arbre se forme, c'est pas comme ça qu'un arbre grandit. Ça se passe pas comme ça. Et donc, dans Pompoko 94, Takahata met en scène un motif similaire où les tanuki vont, en mobilisant de manière commune toute leur énergie psychique, recréer la nature du passé avec effectivement là aussi des arbres qui surgissent du sol et qui vont prendre une exubérance très rapide sous les yeux du spectateur. Et donc, ce motif-là, c'est un motif comme ça très ténu, ponctuel, mais il y a là une réponse. Vis-à-vis de quoi Miyazaki, à son tour, avec Princesse Mononoke, donc en 97,
à son tour va répondre, puisque là encore, vous savez qu'il y a aussi c'est aussi un motif qu'on retrouve à la fin du film, notamment lorsque effectivement donc la nature reverdit autour des deux personnages. Et donc sur des questions qui peuvent sembler comme ça tout à fait anecdotiques, eh bien il ferraille par film interposé. Et donc ensuite, après Princesse Mononoke en 97, Takahata va prendre un contre-pied radical avec les Yamada, nos voisins les Yamada en 1999, qui là, complètement sur le plan formel, prend la tangente par rapport à toutes les habitudes du dessin animé sur cellulo. Vous savez que le dessin animé sur cellulo, c'est ces feuilles de plastique transparent qui ont été mises au point aux États-Unis et qui sont la technique centrale, principale du dessin animé à travers le monde sur plusieurs décennies, sont basées sur un principe qui est celui de tracer les contours des personnages et puis ensuite de gouacher au dos du cellulo, de gouacher de manière unie des couleurs. Et donc sur le plan graphique, c'est très simpliste. Il y a vraiment un mode visuel qui est basé sur les tracés de contours et les aplats de couleurs. Et par rapport à ça, Takahata, donc ceux qui ont vu le film qui s'appelle Nos voisins Yamada, qui est sorti en France en 2001, s'en souviennent, choisit effectivement donc de créer des personnages dont le graphisme ne délimitera pas des zones fermées, mais il y aura comme quand on trace un trait au pinceau, comme dans le graphisme effectivement disons asiatique en général, on peut rester sur un graphisme qui est ouvert avec des zones de couleurs qui n'auront pas de correspondance directe, mais qui formeront un autre versant décisif donc sur le plan graphique donc pour composer l'image, et avec une animation qui sera donc du coup beaucoup plus proche de ce que certaines productions indépendantes peuvent vouloir mettre en forme, où on se dit que les questions d'ordre formel, l'exploration formelle est un aspect majeur à importance égale avec le fond et avec ce qu'on cherche effectivement à mettre en forme. Il y a un dialogue entre fond et forme qui dicte l'apparence même de l'image, et donc c'est dans cette logique-là que Takahata va rentrer à la fin des années 90, et sous l'impulsion tardive, effectivement, mais longuement mûrie d'un certain nombre d'autres réalisateurs internationaux, comme Norstein ou comme Frédéric Bach. Et aujourd'hui, les deux hommes travaillent donc chacun sur un nouveau film, puisque donc depuis 99, Takahata n'a pas réalisé. Miyazaki lui a réalisé donc le Voyage de Chihiro, Le Château ambulant et puis Ponyo. Chacun d'eux travaille sur un nouveau film, et donc la sortie est prévue donc, pour l'année prochaine, donc les deux films. Et donc une fois de plus, ils se retrouvent en concurrence, disons, avec la même ligne d'arrivée à atteindre donc en même temps, chacun avec un film, donc chacun en ayant parcouru le chemin qu'il aura choisi. Et donc on va voir, c'est peut-être une sorte de dernier grand feu d'artifice qu'ont voulu ceux qui les entourent et ceux qui produisent leurs films, de les mettre en regard une dernière fois, espérons que ce ne sera pas la dernière, mais en termes d'âge, effectivement, parce qu'aujourd'hui, l'un et l'autre sont... je vous dis, donc Takahata est né en 1935, donc il a 77 ans, il aura 77 ans cette année. Miyazaki est né en 41, donc il a 71 ans. Ils sont plutôt jeunes, et donc cette idée de les confronter à nouveau, je pense, peut effectivement les amener à des résultats imprévus pour la première fois depuis donc plus d'une décennie. Et donc on peut espérer que ce dialogue qui s'est déroulé, je vous le disais aussi un petit peu, par texte interposé, va pouvoir reprendre par œuvre interposée après cette interruption, disons, de plusieurs années. Alors je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques de votre part. En ce sens, je vais me permettre de vous poser une question, Ilan. Depuis quelque temps, le fils Miyazaki a réalisé des films qu'on a pu faire en France. Oui. J'ai cru comprendre que les rapports étaient assez compliqués, les rapports filiaux entre le père et le fils. Oui. Vous pouvez un petit peu évoquer la situation actuelle du studio Ghibli et la relation entre le père et le fils, par exemple. Oui. Alors, Miyazaki a deux fils. Donc Miyazaki s'est marié en 1965, je crois. C'est bien ça. L'automne 65. Donc il a deux fils. L'aîné c'est Miyazaki Goro, effectivement, qui pendant très longtemps n'a eu aucun rapport avec la création animée et avec le travail de son père. Il travaillait donc dans l'architecture, dans le paysagisme. Et puis lorsque Miyazaki a voulu créer un musée Ghibli, qui a ouvert ses portes à la fin de l'année 2001 au Japon, Suzuki, le producteur, donc l'éminence grise, celui qui tire les ficelles dans l'ombre, est allé chercher donc Miyazaki Goro et lui a proposé effectivement de concevoir les plans, puisqu'il était donc c'était son métier,
de ce musée voulu par Miyazaki, conçu par Miyazaki. Miyazaki Goro a conçu donc les plans du musée avec son père. Il est devenu directeur du musée. Et par la suite, il a été... donc il a rejoint, d'une certaine manière, de manière un peu périphérique, l'entourage de Miyazaki, l'entourage du studio Ghibli, donc. Et à un moment donné, donc, lorsque le studio a étudié la production, le projet d'adapter donc les contes de Terre-Mère, c'est Suzuki qui a choisi de confier la réalisation à Miyazaki Goro. Le film est sorti, je ne sais plus en quelle année, c'est de 2006, je crois. Pour vous expliquer les raisons du choix de Suzuki, et là il y a une part de supposition de ma part, mais le studio Ghibli donc, a été créé en 1985, et dès la fin des années 80, Suzuki a cherché effectivement d'autres réalisateurs auxquels confier la réalisation de films au sein du studio Ghibli. Et donc, par exemple, Kiki la petite sorcière devait avoir un autre réalisateur que Miyazaki. Miyazaki finalement a repris le projet en cours de route et l'a réalisé, mais c'était quelqu'un d'autre qui devait le faire au départ. Et tout au long des années 90 également, il y a donc un téléfilm qui est produit avec des jeunes réalisateurs, mais rien de manière continue. C'est-à-dire qu'au mieux, les réalisateurs de la génération pouvaient éventuellement donner forme à un film et puis partir. C'est le cas avec Le Royaume des Chats, c'est le cas avec tout un tas d'autres projets précédents. À chaque fois, ça n'a pas donné suite. Et pour une raison qui est assez incontournable, c'est que dans un studio comme Ghibli, où il y a Takahata ou il y a Miyazaki, qui sont les deux grands anciens, comme ça, qui sont un peu des précédents quand même énormes, il y a un rapport pour les jeunes qui quel que soit leur talent, qui rentrent dans le travail de la réalisation animée dans ce contexte-là, ils sont soumis à une pression très importante qui est de se dire que l'un et l'autre leur font part en général de critiques assez dures, assez négatives, et que c'est vraiment délicat d'imaginer effectivement d'être à la hauteur de leur regard. Voilà. Eux, ils ont leurs propres exigences, ils ont forgé leur langage, ils ont ouvert leur propre route, et donc ils ont un regard critique qui est vraiment impitoyable à l'égard des jeunes générations. Je pense que par rapport à ça, le calcul de Suzuki, en un sens, a été de se dire, Miyazaki précédemment avait été intervenu dans la production du Château ambulant, qui devait être réalisé par Hosoda. Vous savez, Hosoda Mamoru, qui a réalisé ensuite La Traversée du Temps, Summer Wars, et qui travaille un nouveau film pour cet été. Donc Hosoda avait été débauché par Suzuki. Suzuki avait été le chercher au studio d'animation de Toei. Il avait demandé qu'on puisse effectivement emprunter ce réalisateur pour le temps d'une production, et en fait Miyazaki est arrivé en cours de route, et c'est lui qui a réalisé finalement le Château ambulant. Hosoda est parti, et donc ça lui a réussi d'ailleurs de partir, mais face à ça, je pense que au moins pour une part dans le choix de Suzuki, il a dû se dire qu'effectivement peut-être la seule personne au monde pour laquelle il était à peu près sûr que Miyazaki ne viendrait pas interférer en cours de route et faire capoter le projet ou se le réapproprier, c'était son fils. Je pense qu'il y a quelque chose de cette nature-là dans la raison du choix de Suzuki, sauf que Suzuki, je pense, n'a pas forcément à ce moment-là pris en compte un certain nombre de points qui allaient pourtant se faire apparaître par la suite, savoir une fois qu'on a débauché Miyazaki fils de la direction du musée et qu'il a réalisé ce film, qu'est-ce qu'on fait avec Miyazaki fils à un moment donné, Miyazaki Goro est revenu non pas au poste de directeur du musée, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait pris la place de directeur du musée, évidemment il fallait s'occuper du musée aussi. Il lui a eu un poste qui était Dancho, un truc assez bizarroïde, un poste de comment dirais-je, président général, je ne sais pas exactement qu'on pourra dire, et c'est le chef de groupe, enfin il était au-dessus du directeur, donc il y avait une sorte de situation un petit peu bizarre, et puis ensuite on lui a reconfié effectivement le projet qui s'appelle donc La Colline au Coquelicot, qui est sorti donc là au début de cette année en France, qui est sorti l'an dernier au Japon. Et donc là aussi, Miyazaki s'est plus impliqué dans la création du film. Il y a eu pas mal de frictions entre eux, effectivement, puisque Miyazaki a son idée très claire de ce qu'il souhaite. Il est en même temps très attentif à ne pas justement blesser son fils, et ça peut se comprendre. Et donc il y a une sorte d'antagonisme entre eux qui est maintenant notamment créatif, mais qui reste évidemment aussi ancré dans une relation qui est beaucoup plus large que celle-là. Ce qui est sûr, c'est que Miyazaki Goro travaille aujourd'hui, donc prépare un prochain film. Donc voilà, là aussi il y a un projet sur lequel il a commencé donc, à se préparer. Voilà. Donc il nous reste un bonne minute. Si quelqu'un a une question, n'hésitez pas à lever la main, je vous tendrai le micro avec plaisir. Si quelqu'un veut rebondir ou poser une question à Ilan, profitez de sa présence, c'est l'occasion. Là c'est qu'on ne voit pas bien, donc n'hésitez pas à vous manifester, messieurs dames. Sinon, si Ilan souhaitait ajouter quelque chose d'autre sur... C'est déjà très dense, très complet. Oui, c'est vrai qu'il y a eu...
Que dire de plus? Il y a effectivement ce studio, cette création commune qui leur a permis effectivement de marquer vraiment une époque, des années 60 aux années 80 et aux années 90, je veux dire, de manière indélébile, je pense, aujourd'hui dans leur pays. Cette création commune et ce dialogue qui s'est instauré entre eux par la suite, il faut se dire qu'effectivement, malheureusement, c'est ce que je disais tout à l'heure, les choses ont une fin. Et beaucoup de gens peuvent s'interroger sur l'avenir du studio Ghibli, par exemple. C'est un studio qui, à mon avis, effectivement, sera voué à cesser sa production, je pense, lorsque eux ne seront plus là. C'est-à-dire que on peut très bien imaginer que cette société qui emploie aujourd'hui entre peut-être 120 et 140 personnes devienne simplement une société qui gère les droits des films antérieurs. Et ce serait peut-être préférable que de choisir ce qui a été la voie du studio Disney dans les années 60 après la disparition de Walt Disney, qui a consisté effectivement à vouloir continuer à produire des films, parfois effectivement pas toujours de la même envergure que les productions précédentes, mais ça c'est donc une autre histoire. Donc, en tout cas, ce qui nous attend pour l'an prochain au Japon et peut-être donc l'année suivante en France, c'est donc un nouveau film de Miyazaki, un nouveau film de Takahata. Voilà. Merci pour votre intervention et votre présence, Ilan. Merci beaucoup. Bonne fin de l'animation, messieurs, dames. Merci, à très bientôt.